Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec le TD qui porte sur la création de la donnée géospatiale. Donc nous avons vu la technique la plus classique qui est le géoréférencement et la digitalisation sur un support cartographique géoréférencé. Nous allons voir aujourd'hui, nous allons enchaîner sur une autre technique de création de la donnée géospatiale à partir d'une autre donnée géospatiale. Donc ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est des techniques de création, on va dire, de création directe de la donnée géospatiale, des techniques d'intégration directe, comme par exemple ouvrir un fichier de forme qui est déjà produit quelque part sur une plateforme externe et il suffit de l'ouvrir dans le logiciel de système d'information géographique pour entamer son exploitation. Ou bien par exemple l'ouverture d'une image satellitaire qui est déjà corrigée des effets de l'atmosphère, corrigée géométriquement surtout, et que nous allons utiliser pour digitaliser, extraire de la donnée vecteur par digitalisation manuelle ou automatique ou semi-automatique. L'essentiel, c'est que c'est un peu une technique d'intégration directe. Donc, on extrait directement de l'information ou on intègre directement de l'information dans l'environnement SIG. Aujourd'hui, nous allons voir d'autres techniques qui sont des techniques, on va dire, indirectes de l'intégration de la donnée géospatiale, comme par exemple la génération de données vecteurs à partir d'une donnée raster. Ce sont des techniques qui permettent de transformer la donnée d'origine pour en extraire une donnée sous une autre forme, par exemple extraire du vecteur à partir du raster. Donc nous allons voir cet exemple qui concerne la génération de courbes de niveau et la génération d'intine à partir de données raster de l'élévation. Donc on va directement sur cette partie, création d'une surface TIN à partir d'un raster Digital Elevation Model. Donc le raster Digital Elevation Model est tout simplement un raster avec un certain nombre de colonnes et un certain nombre de lignes. Et la valeur contenue dans le pixel ou dans la cellule n'est autre que une altitude, une valeur qui caractérise le terrain, le relief du terrain, l'orographie, donc c'est une altitude. Donc il existe plusieurs sources de production de modèles numériques de terrain. Donc la méthode la plus classique, c'est la restitution photogrammétrique, donc filer des courbes de niveau à travers la technique de la restitution photogrammétrique. Mais il y a aussi d'autres techniques qui consistent à générer de l'information orographique ou altimétrique en utilisant les images satellitaires. Notamment des techniques satellitaires, on va dire, ou des images satellitaires. Notamment les produits SRTM, Shuttle Radar Topographic Mission, qui sont le produit d'une couverture mondiale par la navette américaine et qui, par la technique de l'interférométrie radar, il a été possible de couvrir le globe terrestre entier pour générer un modèle numérique de terrain avec un pas de 3 secondes d'arc. Donc c'est l'équivalent à peu près de 90 mètres. Donc tous les 90 mètres, nous avons une valeur de l'altitude. Ensuite, il y a eu le SRTM avec une seconde d'arc, donc une seconde d'arc, ça veut dire 30 mètres. Au début, il n'existait que sur le territoire américain, mais après, il a été étendu sur tout le globe terrestre. Donc, nous avons des Digital Elevation Model avec un pas de 30 mètres, notamment sur tout le globe terrestre. Et il y a une autre source de production de la donnée altimétrique, notamment les Digital Elevation Model issus
des images Aster. En fait, le capteur Aster a la possibilité d'observer en double visée, visée gauche et visée droite. Donc il génère deux images qui observent la même portion du territoire sous deux angles de vue différents, donc ce qu'on appelle la visée gauche et la visée droite, ce qui rend possible l'utilisation de la technique de la corrélation automatique afin de générer un modèle numérique de terrain. Et donc ces données existent et elles sont disponibles, elles sont distribuées à travers le site Earth Data de la NASA. Donc vous avez ici le lien qui va vous permettre de les télécharger si vous voulez les télécharger vous-même ou télécharger d'autres Digital Elevation Models sur d'autres régions en fonction de votre zone d'étude en cas de besoin. Donc la résolution, c'est-à-dire le pas du MNT est de 30 mètres. Et les produits, vous les trouverez ici dans ce site-là, donc earthdata.nesa. Donc là, vous avez un peu une procédure de téléchargement un peu générique. Donc, nous, dans le TP, donc, nous avons déjà téléchargé les données. Donc, nous allons commencer. La première étape consiste à créer une mosaïque. Donc, qu'est-ce qu'une mosaïque d'image ou de raster? Une mosaïque est un assemblage d'images qui couvre soit qui couvre le même territoire, donc avec une zone de recouvrement, soit c'est des zones, c'est des données qui sont mitoyennes. Donc je peux illustrer ça par un dessin. Donc, alors, la mosaïque, c'est quoi? C'est quand vous avez, par exemple, votre zone d'étude, qui est comme ça, par exemple, c'est votre zone d'étude, et il se trouve que votre zone d'étude, pour l'étudier, vous aurez besoin de données, par exemple, de données DEM. À ce moment-là, quand vous allez chercher dans la base de données, vous allez trouver qu'effectivement, votre zone d'étude est couverte par des données Digital Elevation Model. On va utiliser une couleur différente. Remplissage. Voilà, très bien. Et il se trouve qu'elle est couverte par deux unités ou deux fichiers de données. Et donc, pour mettre à l'arrière-plan, donc pour pouvoir mener votre étude, vous serez obligé de télécharger cette partie-là, et faire une mosaïque. Donc vous avez en réalité le choix entre deux façons de faire. Soit vous commencez dans l'étape pré-traitement, vous mettez la mosaïque comme étape de pré-traitement. Donc vous téléchargez les deux images qui couvrent la zone d'étude et vous faites une mosaïque. En fait, une mosaïque revient à ça, à transformer ces deux unités, de données, vous allez les transformer en une seule unité. Voilà. Donc, vous démarrez avec deux unités grâce à la mosaïque ou à l'assemblage spatial, parce que la mosaïque agit sur la dimension spatiale. Donc, au lieu de de travailler avec ces deux unités-là, vous allez les transformer en une seule unité. Et donc, par la suite, vous pourrez faire une extraction spatiale pour ne récupérer que, en fonction du shapefile qui définit les limites de la zone d'étude, vous ne pourrez définir que la partie qui est à l'intérieur du contour délimité par le fichier de forme. Donc,
je vais faire ça. Donc vous allez obtenir quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Attendez, il faut que je retrouve la même couleur. Voilà, c'est à peu près ça. Donc vous allez avoir votre Digital Elevation Model. Voilà le résultat final. Vous avez la deuxième façon de faire qui consiste à travailler, alors, à travailler avec le fichier de gauche et le fichier de droite, et ensuite à la fin, après avoir terminé les traitements, le résultat final, vous le mosaïquez. C'est pour ça qu'on dit que la mosaïque, la technique de la mosaïque, peut être utilisée en pré-traitement ou bien en post-traitement. Je rajoute un autre détail important, c'est que, attendez, je remets la couleur initiale, c'est que, bon, dans notre cas, dans le cas de ce TD, les données des Digital Elevation Model sont mitoyennes. Donc, on a cette configuration-là, mais parfois, on se retrouve dans cette configuration où il y a une zone de chevauchement entre les deux. Alors je vais utiliser des couleurs différentes pour que le chevauchement apparaisse mieux. Donc je vais utiliser ce rose par exemple et un autre rose. Voilà, donc du coup, je ne sais pas si on voit. Voilà, donc vous avez cette partie-là qui est une zone de chevauchement entre les deux données ou les deux rasters. Et à ce moment-là, quand vous faites appel à la technique de mosaïquage, il faut faire attention pour choisir le bon algorithme et la bonne option pour affecter les valeurs finales à cette zone de recouvrement, parce que vous pouvez imaginer plusieurs options. Donc soit on garde les valeurs du raster gauche, soit on prend les valeurs on garde les valeurs du raster 3, et là la ligne de coupure risque d'apparaître, et nous, esthétiquement parlant, on essayera de mosaïquer de telle façon que cette ligne de coupure soit la plus discrète possible. Donc il y a des algorithmes qui proposent de calculer une moyenne, une médiane, voilà, donc c'est toute une stratégie à suivre pour améliorer la mosaïque et obtenir une mosaïque où on ne verrait même pas ces lignes de coupure. Et donc vous pouvez expérimenter plusieurs algorithmes, plusieurs options pour arriver à la meilleure option d'un point de vue esthétique. Maintenant, si vous vous intéressez aux valeurs, en fait, en réalité, si on fait un travail où on s'intéresse aux valeurs contenues dans les cellules, donc c'est un travail quantitatif et non pas qualitatif, à mon avis, il vaut mieux laisser le mosaïquage en post-traitement. Voilà, donc ça c'était juste une petite parenthèse. Donc je referme la parenthèse et je reviens au TD. Donc je reviens au TD. Donc la création d'une mosaïque, donc on va mosaïquer. Donc on va aller dans Arc Toolbox, Data Management Tools, Raster, Raster Dataset, Mosaic to New Raster. Ok, on y va. Donc on va sur ArcMap. Bon, première des choses, ces produits Aster sont rattachés au référentiel WGS 84. Donc c'est ce que je vais déclarer en premier lieu comme datum du projet. Ensuite, je vais commencer l'insertion de mes données. Donc, les données sont là. C'est A, S, T, G, T, M, V003, etc. DEM, pointif.
Donc on a DEM1 et DEM2. On va les ouvrir tous les deux à la fois. Et voilà, donc voilà nos deux Digital Elevation modèles. Donc c'est des rasters monoband avec une symbolisation avec une palette de niveaux de gris, donc qui varie du noir qui correspond aux altitudes les plus faibles, ici 0, et aux altitudes les plus élevées dans le raster à gauche qui correspondent à 1034 mètres. Et vous avez pour le pixel de droite, je suppose, non, c'est celui-là de droite, et c'est celui-là, le pixel, le raster de gauche. Donc pour le raster qui se trouve plutôt à l'ouest, il a une valeur minimale qui correspond à moins de 2 mètres et une valeur maximale de 1129 mètres. Donc juste un petit mot sur la symbolisation la symbolisation est faite grâce à une table de correspondance des couleurs. Et cette table de correspondance des couleurs, en matière d'affichage, l'utilisateur peut agir sur cette table de correspondance. Il peut agir s'il n'est pas satisfait du rendu du raster. Il peut toujours changer de fonction parce que cette table de correspondance, donc elle peut être modifiée en utilisant des fonctions de ce qu'on appelle les fonctions d'étalement ou d'amélioration du contraste, et ces fonctions peuvent être linéaires ou non linéaires. Donc elles peuvent être linéaires sur toute la plage, comme elles peuvent être linéaires mais avec un certain seuillage, etc. Donc, première des choses, donc autre chose, qu'est-ce que je peux dire sur cet affichage? Je peux par exemple aller sur propriétés, et si je ne veux pas, donc juste pour vérifier, si on va sur le i, on positionne le i sur un pixel noir, on va avoir des valeurs. Alors pixel value d'origine c'est 0 et stretched value c'est 0. Par contre, si on va sur des pixels blancs, déjà visuellement on voit un peu le relief, on voit même les chevelus du réseau hydrographique. Donc ici par exemple, là où j'ai pointé le curseur avec l'identifiant, donc j'ai comme valeur du pixel 626, donc ici on est à 626 mètres d'altitude, et la stretched value, la valeur étalée grâce à la fonction d'étalement qui est utilisée par défaut, elle correspond à 232. Donc tout ça dans un but d'améliorer le rendu de l'image, ou tout simplement avec un terme plus simple, la symbolisation de l'image pour avoir un meilleur rendu. Voilà. Donc je peux par exemple agir aller sur propriété, donc ça, je rebascule sur la table of contents ou table des contenus, et je peux aller dans propriété par exemple et affecter display background value, la valeur 0, je peux lui affecter par exemple la valeur no color. Appliquer, et du coup je me débarrasse du fond noir, donc tout ce qui est 0, je lui affecte la valeur no color. Je peux aussi dans display no data as, donc tout ce qui est déclaré comme no data, donc absence de la donnée, pareil, je lui affecte la couleur noire. Appliquer, la couleur blanche, enfin blanche, absence de couleur. On peut répéter la même chose ici, hein. Donc tout ce qui est background value, tout ce qui est égal à 0, on lui affecte une couleur no color, en fait, pas de couleur. Et tout ce qui est no data également, pas de couleur, no color. Appliquer et OK.
Voilà. Alors maintenant, on va mosaïquer, donc on va faire appel à l'Arc Toolbox. Ok, donc on va aller dans Data Management Tools. Ensuite, on va aller dans Raster. Et ensuite, on va aller dans Mosaic Dataset. Et alors, pardon. Donc, je revois le TD. Donc, Arc Toolbox, Data Management Tools, Raster Dataset et Mosaic to New Raster. Raster Dataset, Raster Dataset et Mosaic to New Raster. Donc on lance l'interface et on va commencer à introduire les variables pour calculer cette mosaïque. Donc tout d'abord, il faut définir les inputs. Et les inputs, ce ne sont autres que le raster 1 et le raster 2. Donc ici, ce sont ces deux fichiers-là. Donc je les insère manuellement, le 1, ensuite le 2. Voilà, ils sont là. Output location, je dois définir le chemin de sortie. Donc raster TP1. Donc moi je voudrais bien qu'il stocke le résultat, non pas dans le input, mais dans le répertoire des outputs. Voilà. Add. Alors ensuite, raster dataset name with extension. Donc on choisit un nom. On attribue un nom au fichier raster mosaïqué. On va l'appeler tout simplement aster DEM et on va suffixer par le mot-clé MOS pour nous rappeler qu'il s'agit d'une mosaïque. Spatial Reference for Raster, donc il va prendre par défaut le système de coordonnées par défaut des datasets. Et ensuite, attention, ici, pixel type. Là, pixel type, il faut faire très attention. Il faut lui affecter le type qui permet d'accueillir les données possibles des altitudes. Parce que si on choisit des valeurs, par exemple, à 3 chiffres, toutes les valeurs à 4 chiffres seront ignorées. Donc, il faut faire attention. Et comme tout à l'heure, je ne sais pas si on l'a fait, si on peut le refaire maintenant, si on ne l'a pas fait. On peut regarder dans Propriétés et nous pourrons constater que donc, alors, que pixel depth, so data type de la donnée, c'est du 16 bits. Donc, nous, on va affecter du 16 bits pour être à l'aise quant aux valeurs du raster mosaïqué ou raster de la mosaïque. Donc insigned ça veut dire qui n'accepte pas les valeurs négatives. Et bon, je suppose que c'est normal ici car on n'aura pas affaire à des valeurs négatives, à des altitudes négatives. Donc on mettra 16 bits insigned. Taille de la cellule, il prendra par défaut la date de cellule, c'est 30 mètres en fait, c'est par défaut la même, on ne touchera pas à la taille des cellules, on ne fait que assembler de raster mitoyens, c'est tout, on ne va pas toucher à la taille des pixels. Et puis je laisse les last, mosaic operator last, donc qu'est-ce qu'on a comme option ici, blind, min. Bon, ici, ce n'est pas vraiment important d'agir sur le mosaic operator parce qu'il n'y a pas de zone de chevauchement.
Donc il va les assembler, c'est tout. Donc il n'y a pas de zone de chevauchement, donc il risque pas de calculer est-ce qu'il va prendre la moyenne, est-ce qu'il va prendre les valeurs du dernier raster, du premier raster, etc. Ça ne pose pas de problème parce qu'on n'a pas de zone de recouvrement. Et Mosaic Color Mode, donc le type de table de correspondance des couleurs pour la mosaïque. First, qu'est-ce qu'il y a comme option? Je le mets là. First, donc qu'est-ce qu'il dit? Applies when the input raster does have a color map. Method used to choose which color. Voilà, on choisit la méthode pour désigner la color map, le type de table de correspondance à adopter. Le premier, le dernier, ou il y a d'autres options. Donc là, je garde par défaut. Ok, donc on va le laisser calculer. Donc il est en train de calculer. Très bien, donc voilà le résultat. Il est là le résultat, donc le min c'est moins 61. Je ne sais pas d'où il est parti chercher ce moins 61. Bon, après je vais essayer de comprendre. Et la valeur maximale c'est 1137. D'accord, donc pareil ici. Donc voilà, on est parti de ça. Et on est parti de ça. Et on est arrivé à ce produit-là en une seule unité. Voilà. Et donc on peut aller dans propriété, pareil. On peut aller dans propriété, dans symbology, et lui dire que toutes les valeurs égales à 0, eh bien on leur affectera no color, appliqué. Et voilà, ça c'est ce que ça va donner. On peut aussi, du point de vue du rendu, on peut améliorer. Là, par exemple, on a Standard Deviation. On aurait pu penser à autre chose, à une autre méthode, une autre fonction de correspondance. Voilà. Et chaque fonction, en fonction de ses caractéristiques, eh bien, donnera un rendu différent. Moi, dans ces cas-là, je préfère utiliser la Standard Deviation qui recalcule, qui étale les valeurs d'origine de l'image vers une plage de valeurs qui est calculée de la façon suivante. Le min est égal à la moyenne moins 2 fois et demi l'écart type, et le max est égal à la moyenne plus 2 fois et demi l'écart type. C'est ce qu'on appelle un étalement de la dynamique avec seuillage basé sur les statistiques. Bien sûr, ici, j'aurais aimé calculer les statistiques pour voir, parce que généralement, bon, d'abord j'applique pour voir un peu, et c'est déjà meilleur que la méthode utilisée auparavant. Ok, donc on continue avec les instructions du TD. Alors, quelle est l'étape suivante? L'étape suivante veut qu'on doit projeter la mosaïque dans le système de référence WGS 84 géographique, du géographique à l'UTM 30, bon 30 parce qu'on est à l'ouest du méridien de Greenwich, on est dans la région de l'Oranie, et du coup on doit générer une mosaïque, la mosaïque que nous venons de produire. Nous devons la projeter pour obtenir physiquement sur le disque une autre mosaïque, mais cette fois-ci rattachée à un référentiel métrique. Donc on va appliquer une transformation.
Donc pour cela, il faut aller toujours dans Arc Toolbox, Data Management Tools, Projection and Transformation, Raster, Project, Raster. Donc on va aller sur le disque, pardon, sur ArcMap, qu'est-ce que je raconte? Donc on va aller dans Projection and Transformation. Alors, Projection and Transformation. C'était quoi déjà? Transformation. Projection, raster, project, raster. Donc raster, project, raster. Voilà, raster. Project, raster. Voilà, c'est cet algorithme là. Donc project, raster. Donc on va paramétrer cette fonction. Donc en entrée, on va introduire le fichier mosaïque des deux Digital Elevation Model. Donc par défaut, il reconnaît le datum, c'est le Geographic Coordinate System WGS 84. Et il me propose tout de suite un chemin pour stocker le résultat qui va le stocker par défaut dans la géodatabase. Alors là, il y a un truc qui est intéressant, il faut lire donc the raster dataset with the new projection that will be created. When storing the raster dataset in a file format, you need to specify the file extension BIL pour Esri, BMP, Esri BSQ, et on a même du TIFF, no extension for Esri grid. Si on ne met pas d'extension, il va générer automatiquement un raster, mais qui sera dans le format grid propre qui est le format natif d'Esri. Donc c'est un format reconnu par ArcGIS. Et donc moi je voudrais bien, donc je choisis, je ne sais pas si je peux aller dans mon répertoire de sortie, output, voilà, output. Et là, je vais l'appeler Aster DEM MOZ, mais avec, ici, je mettrai 30 UTM 30. UTM 30. Voilà. Donc, save. Alors, c'est quoi l'erreur ici? C'est quoi mon erreur? Name of single band grid cannot have more than 13 characters. Donc le nom cannot have more than 13 characters. Donc il y a plus que, voilà, c'est un peu trop long comme nom. Donc il faut que je sacrifie quelques caractères. Donc je vais mettre ast et j'enlève le R. Et là, est-ce qu'il y a toujours un problème? Name of single band grid cannot have more than 13 characters. J'ai changé, je viens de changer. Mais malgré cela, je pense qu'il trouve toujours qu'il est trop lent. CTRL X. Voilà, je vais aller dans Output et je vais mettre AST. Allez. UTM 30. Ok. On va voir si ça va être validé. Voilà, normalement c'est bon. Alors là, il faut spécifier Output Coordinate System. C'est le WGS 84 UTM zone 30 Nord. Ok. Transformation. Donc on prend les paramètres de transformation par défaut. D'accord, on va prendre les paramètres de transformation par défaut. Resample Techniques, on prendra le proche, comment on appelle ça, le nearest. C'est le plus proche voisin. Donc pour ne pas avoir une grande différence dans la radiométrie, dans les valeurs
de l'image d'origine. Output cells, il prendra la valeur par défaut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que c'est suffisant. Je lance la transformation. Entre-temps, je vais aller regarder l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, c'est la création d'une couche contour. Donc, à ce moment-là, on va aller dans Arc Toolbox, Spatial Analyst, Surface, Contour, Isoline, Intervalle des isolines. 50. Voilà, donc voilà notre raster dans la projection UTM. Donc à ce stade-là, je peux carrément tout enlever. No. Et je vais déclarer comme datum le WGS 84 UTM zone 30. OK. Et quoi encore? Et là, je vais rajouter le fichier output de l'étape précédente qui est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Il est où? Oh, c'est celui-là. C'est AST UTM 30. OK, on va l'afficher. Donc voilà notre mosaïque projetée ou transformée dans la projection UTM WGS 84 Fuseau 30. Et d'ailleurs, si vous remarquez, lorsqu'on bouge le curseur, nous avons en bas à droite de la fenêtre, on voit des coordonnées métriques, donc 3 chiffres en X et 7 chiffres en Y, et elles sont données en mètres. Très bien. Donc, quelle est l'étape suivante? On va aller dans Analyst, Spatial Analyst, quelque chose comme ça. Toc, toc, toc. Spatial Analyst, oui, c'est ça. Donc, Spatial Analyst Tools. On va aller dans Surface. Ensuite, on va aller dans Contour. Je vérifie. Donc, pardon, oui, c'est ça. Donc, Spatial Analyse, Surface, Contour. Et on lance l'interface. Alors, Input raster, c'est celui-là. Il me propose un nom, le Output Contour Features. Là, le résultat, là, on va démarrer d'un raster et on va obtenir des courbes de niveau. On va obtenir des contours. Les courbes de niveau en anglais, c'est contour. Donc, contour d'intervalle, donc, comme c'est du... Alors, the interval or distance between contour lines, this can be any positive number. Donc, je mets par exemple 50 mètres, donc on n'est pas loin. Base contour optional, donc Z-factor, c'est un facteur d'exagération qu'on introduit lorsque les altitudes sont trop faibles, et donc on les exagère. C'est comme une mise à l'échelle pour mieux les... On va dire pour mieux les représenter. Voilà. On lance, je vérifie s'il n'y a pas d'autre chose à introduire. Ok, donc je lance le calcul. Ok. Donc là, on va passer d'un raster
à des courbes de niveau. Et bien, sachez qu'il existe aussi la possibilité de passer d'une couche de courbe de niveau et de points côté à une couche raster. L'inverse est aussi possible. Donc, regardez, il a généré automatiquement les courbes de niveau. Les courbes de niveau, ce sont des courbes isoline avec des altitudes, avec la même altitude. Donc là, je vais juste agir sur la couleur des courbes de niveau. Donc, je vais juste pour avoir un meilleur rendu, je vais leur attribuer la couleur bistre. C'est plus proche, enfin, ce n'est pas plus proche de la réalité, mais c'est plus, on va dire que c'est plus, ça permet de mieux se rapprocher de ce qu'est une courbe de niveau. Voilà. Une courbe de niveau verte. Le bistre fait référence au terrain. Et donc, voilà, les courbes de niveau. Et donc, si je prends l'identifiant I, voilà, donc vous allez avoir ici contour 200, ici, donc toute cette courbe de niveau est à une même altitude qui est une altitude de 200 mètres. Voici l'étape. Alors on revient sur Table of Contents. Pour le fun, on peut enlever, j'ai oublié d'enlever le fond noir là. Allez, on va enlever le fond noir. Raster. Donc display background value. No color. Appliquer. Et OK. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, on passe à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, pour générer, donc on a généré des courbes de niveau, ça c'est la première étape. Mais la deuxième étape, donc cette couche de courbe de niveau est sous forme d'une couche layer. Donc, on peut l'exporter physiquement sur le disque. On peut la récupérer physiquement sur le disque. Donc, on va aller dans Contour as UTM qui est là comme un layer. Je vais l'exporter physiquement sur le disque. Donc, menu contextuel déclenché avec le bouton droit. Je vais dans Data et ensuite je vais dans Export Data. All Features. Donc, j'aurais pu, pourquoi il me dit all Features? Parce que vous avez un autre choix. C'est All Features in View Extent, par exemple. Ou bien, si vous sélectionnez une partie des courbes de niveau, vous auriez pu mettre l'option All Selected Features. C'est des options d'extraction. Et donc là, c'est le chemin vers le répertoire de sortie. Et là, donc le output, je vais mettre par exemple contour, AST, contour. Je peux mettre 50. Alors là, c'est pas, faut pas écrire en majuscule. Contour 50. Voilà. OK. Donc, le process d'extraction est en progression. Donc, do you want to add the exported data to the map as a layer? On va dire oui. Et puis voilà. Je ferme toutes les autres. Je désactive de l'affichage tous les autres produits. Et vous voyez bien que ici, vous venez de générer une couche de courbe de niveau à partir d'un raster. OK, donc on revient à notre Amenté et à partir de cette étape, donc, voilà, à partir de cette étape, donc nous avons généré une couche de courbe de niveau que nous avons exportée sur le disque. On peut même aller vérifier, hein. On peut aller vérifier sur le disque.
On peut aller vérifier, donc D, TP sig, et on va aller dans Output. Alors, je vais faire un affichage, activer un affichage qui va me faciliter de retrouver cette... voilà, je vais trier par la dernière en date. Donc là voilà, le fichier existe sur le disque et ce n'est pas un fichier, c'est un groupe de fichiers. Le fichier principal qui est AST50 SHP et vous avez les fichiers auxiliaires qui accompagnent ce fichier. Donc vous avez un DBF, un CPG, un SBX, SBN, etc. C'est des fichiers auxiliaires. On avait dit que le fichier de forme, on dit par défaut un fichier de forme, mais en réalité, c'est des fichiers, c'est une base de données qui est constituée d'un certain nombre de fichiers qui sont reliés les uns aux autres. Donc l'étape suivante, c'est de générer le TIN. On a généré un premier produit qui sont les courbes de niveau. On va générer maintenant le TIN et donc on va aller sur Create, outils 3D Analyst, Data Management, TIN, Create TIN. Outil 3D Analyst. Alors, outil 3D Analyst, le voilà. On va aller dans j'ai déjà oublié. Donc on doit aller dans Data Management, TIN, Create TIN. Data Management, TIN, Create TIN. On va créer notre TIN. Et donc là, il faut mettre les bons paramètres. Donc le TIN va s'appeler Create TIN 2. Il sera stocké par défaut dans ArcGIS, dans le répertoire ArcGIS. Coordinate System, c'est optionnel, mais normalement c'est le WGS 84 Input UTM-30. Maintenant, Input Feature Class, il faut introduire les inputs. Les inputs, donc, on va voir ici, les inputs, ça va être les fichiers, la couche des courbes de niveau. Et là, je vais m'arrêter pour vous expliquer quelque chose. Donc, on va ouvrir une petite parenthèse. Donc, quand on génère un TIN, Triangulated Irregular Network, donc ce TIN-là, donc quand on le génère, on donne la source essentielle à partir de laquelle il va générer sa triangulation particulière, mais aussi mais on a la possibilité d'injecter comment on appelle ça, j'ai oublié le terme. On peut faire appel à des, voilà, en anglais hard line, c'est-à-dire des lignes j'ai oublié le terme en français. Donc c'est des lignes qui vont forcer le TIN par exemple à s'arrêter. Par exemple, ça peut être par exemple ça peut être un obstacle. On peut l'injecter comme une ligne de forçage. Voilà. Donc, tout d'abord, on introduit. Donc, je ne sais pas pourquoi il met autant de temps. Donc, voilà, on introduit AST, contour AST. Oui, si on veut. Voilà. Donc ça, les courbes de niveau, on les introduit comme des hardlines, mais on a d'autres options. Donc mass point, soft line, etc.
Donc on laisse comme source principale de la génération du tin le contour, le fichier de courbe de niveau. Et là, on peut l'obliger à construire un tin ou une triangulation particulière qui est la triangulation de Delaunay. Donc, indiquer en entrée le fichier contour précédemment créé, c'est ce que nous avons fait. Indiquer le système de coordonnées planes, c'est le 30, WGS 84. Et champ de hauteur à partir duquel l'algorithme ira chercher les altitudes pour générer le tin. Donc ici, nous devons non seulement lui indiquer le nom de la couche vecteur qui contient les courbes de niveau à partir desquelles il va générer le tin, mais on doit également lui indiquer le champ ou bien l'attribut qui à partir duquel il va aller chercher les altitudes. Ok. Et donc ici, ces contours, bon, je vais vous montrer pourquoi ces contours. Quand on ouvre la table des attributs de cette couche géospatiale, on voit bien que les altitudes sont stockées dans le champ contour, le field contour. Ok. Ensuite, on lance le calcul du tin. On va attendre un peu. Et du coup, voilà notre tin. Voilà le tin qui a été généré. Avec en plus la bonne color ramp ou la bonne rampe de couleur qui permet de donner un très bon rendu. Et d'ailleurs, les altitudes la plage d'altitude les plus faibles, donc vous avez entre moins 50 et 77, on lui affecte la couleur bleue, et les altitudes les plus élevées, on leur affecte une couleur marron, ce qui est vraiment très adéquat. Voilà. Et vous avez les courbes de niveau qui viennent se poser et se superposer sur le tin. On peut les désactiver hein, si on veut. On peut les désactiver pour voir uniquement le tin. On peut les désactiver. Voilà. Donc on est arrivé à la dernière étape, mais elle peut ne pas être la dernière étape. On peut rajouter d'autres étapes supplémentaires, comme par exemple, on peut jouer sur la symbologie. On peut aussi faire un clip selon les contours d'une wilaya donnée, etc. C'est la fin de cette étape de calcul, mais cette fin-là, ce résultat final, peut devenir un résultat en entrée d'un autre processus de traitement. Donc sur ce, donc on s'arrête là. Je vais attendre juste la fin de l'affichage et j'espère que cette vidéo vous aidera à... Ah non, qu'est-ce qu'il est en train d'afficher? Create Team. Donc c'est par défaut, il faut aller dans propriété, pardon. Hein. Je vais régler ça, juste régler ça et ensuite on arrête. Alors display, source,
général, donc on va voir dans général, source, ok, display, symbologie. Ah, dans symbologie, on va juste désactiver l'affichage des contours, c'est tout. Donc où est-ce que je vais trouver ça? Elevation, Edge Type. Voilà. Value, Elevation. Ok. C'est tout. Show Hillshade Element. Attends, on va voir si... Donc voici le résultat final, donc le tin que nous avons obtenu à partir des courbes de niveau générées directement à partir du raster mosaïqué. Donc en fait, pour résumer ce que nous avons fait, donc je vais revenir sur la fiche de TP. Donc ce que nous avons fait, donc nous avons générer un DEM mosaïque à partir de deux DEM mitoyens. Ensuite, nous avons généré des courbes de niveau et avec une équidistance de 50 mètres. Et ensuite, nous avons généré un tin qui est de type surface. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera à refaire le TP et à comprendre les étapes essentielles du TP. Voilà.